Bonjour à tous les fidèles auditeurs qui nous rejoignent sur la chaîne Le Coin des Histoires. L'histoire d'aujourd'hui, au cours d'un repas, mon mari a secrètement mis quelque chose d'étrange dans mon assiette. Mon fils de 5 ans l'a discrètement poussé vers sa grand-mère. 5 minutes plus tard, mon mari était paniqué. Je m'appelle Manon, j'ai 33 ans et je travaille comme assistante administrative pour une entreprise de matériaux de construction dans le village voisin. Je ne cherchais pas la richesse, juste un foyer paisible. Le bruit du rire de mon fils le matin, un repas chaud le soir. Et pourtant, il y a des jours où l'on croit vivre en paix jusqu'à ce qu'un petit détail survienne et vous révèle la tempête qui couve sous la surface depuis longtemps. Notre maison est située dans un petit village en Normandie, niché tout au bout d'un chemin tranquille. La rue est étroite, un endroit où les voisins se saluent d'un geste amical en passant. Chaque matin, j'entendais le doux ronronnement d'une tondeuse au loin, le bruit sourd de la livraison du journal et les bavardages joyeux des voisins qui partaient tôt. Je suis marié à Lucas depuis 11 ans. Il a 3 ans de plus que moi et travaille comme chef de quai à la gare TER de la région. Les gens de l'extérieur disaient toujours qu'il était un homme calme, travailleur et doux. Je le croyais aussi. Je le croyais tellement que je me grondais d'avoir des pensées soupçonneuses chaque fois qu'il agissait bizarrement. Monique, la mère de Lucas, âgée de 73 ans, vivait avec nous. Elle souffrait d'arthrite au genou, ce qui la faisait terriblement souffrir dès que le temps devenait humide, ce qui est fréquent chez nous. La nuit, elle avait souvent une toux sèche, et certaines nuits, elle peinait à respirer, obligée de s'asseoir pour se masser la poitrine. J'étais sa belle-fille et je la traitais avec le respect et l'attention qu'elle méritait. Je ne dirais pas que j'étais parfaite, mais je savais que nous avions un lien d'affection et de devoir. Elle était une aînée et c'était notre responsabilité de prendre soin d'elle. Mon fils Léo a 5 ans et va à l'école maternelle à quelques rues de là. Il est petit pour son âge, mais vif, avec des yeux brillants et observateurs. Parfois, quand il regardait les adultes parler, j'avais l'impression qu'il comprenait bien plus qu'un enfant de son âge ne le devrait. Dans les jours précédant cet incident, je m'étais senti inhabituellement fatigué. Cela avait commencé par un mal de tête sourd, une pression persistante et douce sur mes tempes. Puis ma gorge est devenue sèche et la nourriture a perdu son goût. Je me réveillais en me sentant complètement vidé. J'ai mis cela sur le compte du rush de fin d'année au travail, de la montagne de paperasse, et des soirées passées à aider Léo avec ses lettres et à m'assurer que Monique prenait ses médicaments. J'ai acheté des médicaments contre le rhume, bu des tisanes et utilisé des compresses chaudes, mais rien n'y faisait. Un jour, en faisant la vaisselle, une vague de nausées m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper à l'évier pour ne pas tomber. J'ai dit à Lucas, je suis si fatigué. Je pense que je dois voir un médecin. Il a juste marmonné, ouais, tu devrais y aller quand tu as un jour de libre. Sa réponse était techniquement correcte, mais elle sonnait creux, comme quelque chose dit juste pour clore la conversation. Ce matin-là, un crachin froid tombait. Ce n'était pas une averse, juste cette brume persistante typique de la Normandie qui semblait s'infiltrer partout. Un vent du nord sifflait à travers les cadres de fenêtres, rendant le carrelage glacial. J'ai ouvert les yeux, la tête aussi lourde qu'une pierre. Léo était encore recroquevillé dans ses couvertures, les cheveux en bataille, respirant régulièrement. Du salon, j'ai entendu ma belle-mère laisser échapper quelques longues toux sèches. Je suis sorti du lit, avec l'intention de lui apporter de l'eau chaude. En me frottant les tempes, tout ce que je désirais, c'était quelque chose de chaud pour chasser le frisson. De la cuisine, la voix de Lucas a retenti, « Manon, descends manger. » J'ai fait des crêpes. Elles sont encore chaudes. Je me suis arrêté net. Il cuisinait rarement le matin. S'il le faisait, c'était juste pour réchauffer des restes ou aller chercher des viennoiseries. J'ai cru avoir mal entendu et j'ai dû demander, « Tu as cuisiné ?» « Ouais », a-t-il répondu sèchement. « Descends avant que ça refroidisse. » J'ai emmené Léo en bas. Notre cuisine était petite, juste assez grande pour un réfrigérateur, une gazinière et une table à manger en bois usé. Sur la cuisinière, une pile de crêpes fumait, la buée embuant la fenêtre. L'odeur chaude et réconfortante de la vanille et de la pâte cuite emplissait l'air, promettant de la chaleur. Monique était assise à la table, enveloppée dans un vieux gilet en laine, se frottant les mains. En regardant les crêpes, mon cœur s'est un peu adouci. Quand on se sent malade, une bonne crêpe chaude peut rendre les choses un peu meilleures. Lucas se tenait dos à nous, tenant une spatule. Il servait les crêpes rapidement, le métal cliquetant contre l'assiette.
En tirant une chaise pour Monique, j'ai plaisanté, waouh, quelle est l'occasion spéciale? Tu dois vraiment m'aimer si tu cuisines pendant que je suis malade. Il n'a pas souri. Il a juste grogné en réponse et s'est penché sur le plan de travail comme pour éviter les éclaboussures, les épaules légèrement voûtées. Pour une raison quelconque, cette posture m'a paru étrange, comme quelqu'un essayant de dissimuler ce qu'il faisait. Léo a grimpé sur sa chaise, ses jambes ballantes, ses yeux encore lourds de sommeil. J'ai caressé ses cheveux. Assieds-toi bien, chérie. Après avoir mangé, maman t'emmènera à l'école. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé des crêpes à son père, ses yeux soudainement grands ouverts. Lucas a placé une assiette de crêpes devant moi. C'était mon assiette préférée en céramique blanche avec un motif de fleurs bleues. Les crêpes étaient dorées, saupoudrées d'un peu de sucre. La vapeur montante me faisait pleurer les yeux. Mange, dit-il, la voix basse mais ferme. Reprends des forces. Il a ensuite placé une fourchette à côté de l'assiette, la poussant plus près de moi comme s'il avait peur que je change d'avis. J'ai pris la fourchette, sur le point de couper un morceau. À ce moment précis, une étrange sensation m'a piqué, aussi subtile qu'un cheveu coincé dans la gorge, pas douloureuse, mais troublante. J'ai levé les yeux vers Lucas. Il évitait mon regard, ses yeux passant de ma main tenant la fourchette à Léo. Mon fils était assis parfaitement immobile, les lèvres serrées comme s'il retenait son souffle. Avant que je puisse porter la fourchette à ma bouche, le vent a hurlé, faisant trembler le toit, et la pluie a fouetté le porche. À l'intérieur de la petite cuisine, l'odeur des crêpes devenait plus forte. Ma belle-mère a toussé doucement, la main sur sa poitrine. J'ai posé ma main sur l'assiette chaude, me disant de juste manger quelques bouchées pour me réchauffer. Je devais rester forte. J'avais une belle-mère âgée et un jeune enfant dont je devais m'occuper. Mais juste à ce moment-là, Léo a redressé son dos, les yeux écarquillés, ses petites mains agrippant le bord de sa chaise. J'ai cru qu'il avait froid et je me suis penché pour chuchoter, « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Léo n'a pas répondu. Il fixait intensément l'assiette de crêpes devant moi. Son regard était fixé sur mes crêpes, tendues comme une corde de violon. Alors que j'essayais encore de comprendre, il s'est soudainement levé, la chaise en bois raclant le sol. Il n'a ni pleuré ni crié. Il a simplement tendu ses deux petites mains et a doucement fait glisser mon assiette à travers la table jusqu'à Monique. Je me suis figé. Mon premier réflexe a été de la retirer. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, ma voix mêlant surprise et peur de l'effrayer. Mais avant que ma main ne puisse toucher l'assiette, une autre main m'a arrêté. Celle de Lucas. Son toucher était léger, mais la pression était ferme, un ordre silencieux et non négociable. Je l'ai regardé. Il ne me regardait pas. Il fixait l'assiette de crêpes comme s'il s'agissait d'une pièce critique qui devait être au bon endroit. Léo a marmonné, les yeux baissés, « Mamie tousse depuis des jours. Mamie devrait manger les crêpes pour aller mieux. Maman peut manger des biscottes. » En parlant, il a serré les lèvres et a avalé difficilement. J'ai senti ma propre gorge s'assécher. Léo avait toujours été un garçon gentil qui aimait sa grand-mère. Mais cet acte de réattribuer une assiette de crêpes semblait différent. Ce n'était pas la simple prévenance d'un enfant de 5 ans. C'était comme quelqu'un essayant de corriger une erreur qui venait d'être commise. Ma belle-mère a été immédiatement touchée. Elle a tendu la main et a caressé la tête de son petit-fils, la voix rauque mais heureuse. « Mon Dieu, mon doux garçon s'occupe déjà de sa mamie. D'accord, je vais les manger. Manon, prends des biscottes, ma chère. » J'étais sur le point de dire que je ferais une autre assiette, mais Lucas m'a coupé rapidement, son ton parfaitement raisonnable. « Oui, laisse maman les manger. Tu peux prendre des biscottes. Les crêpes sont chaudes. Tu pourrais te brûler. » Il parlait comme s'il prenait soin de toute la famille, mais j'entendais une urgence inhabituelle dans sa voix, comme quelqu'un essayant de finaliser une transaction avant que quiconque ne puisse reconsidérer. Je me suis rassise, tenant toujours la fourchette, ne sachant qu'en faire. Léo se tenait à côté de Monique, les épaules tendues, n'osant pas me regarder. J'ai essayé de croiser son regard pour lui en demander plus, mais il évitait mes yeux. Lucas s'est retourné vers la cuisine, faisant semblant d'être occupé à sortir d'autres bols et de l'eau. Il bougeait un peu trop vite, comme quelqu'un anxieux à propos du temps.
Monique a pris sa fourchette et a pris une petite bouchée. Je regardais, le cœur toujours inquiet. Après la deuxième bouchée, elle s'est arrêtée. La fourchette s'est figée en l'air. Son visage s'est ridé et ses sourcils se sont froncés. Lucas, pourquoi les crêpes ont-elles un goût si amer aujourd'hui? Elle a posé la fourchette, se frottant la poitrine. Ça a un goût étrange. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai regardé directement Lucas. Il était visiblement surpris. Ce n'était que pour une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour que je le voie. Il a immédiatement forcé un rire, essayant de paraître calme. C'est le rhum, maman. Il fait froid ce matin, alors j'en ai ajouté un peu plus pour te réchauffer. Mange doucement. C'est bon. Le rhum rend ça un peu fort comme ça. Monique se frottait toujours la poitrine, la voix pleine de doute. Lucas s'est penché plus près d'elle, sa voix s'adoucissant. Mange juste un peu, maman. Je vais te verser de l'eau chaude. Il a attrapé le thermos, a versé un verre et l'a placé à côté d'elle. Le mouvement était si rapide qu'il semblait planifié à l'avance. J'ai regardé le verre d'eau chaude, puis l'assiette de crêpes, puis Lucas. Un frisson étrange a parcouru mon échine. La cuisine était la même. La pluie tombait toujours dehors, mais l'air semblait épais et lourd. Léo a agrippé l'ourlet de ma chemise. J'ai sursauté. Je n'avais pas réalisé qu'il était revenu à mes côtés. Sa main était glacée. J'ai baissé les yeux vers lui. Il n'a rien dit, a juste secoué la tête très légèrement. Ses yeux étaient rouges comme s'il retenait ses larmes. Je voulais le serrer dans mes bras et exiger de savoir ce qui n'allait pas. Mais ma belle-mère était juste là, clairement pas bien. Si moi, la belle-fille, exprimais un soupçon maintenant, ce serait comme jeter de l'essence sur un feu. Le silence est d'or, dit-on. Mais parfois, garder le silence ne consiste pas à maintenir la paix. Il s'agit de se donner le temps de voir clairement ce qui se passe. Je me suis levé, j'ai pris une biscotte dans la corbeille et je l'ai grignotée pour la forme. Elle était sèche et restait coincée dans ma gorge. Je me suis forcé à avaler, à agir normalement. Une seule question résonnait dans mon esprit. Pourquoi Léo avait-il si peur de cette assiette de crêpes? Lucas est revenu à la table et m'a regardé. Tu n'en prends pas? J'ai un peu la nausée, ai-je répondu doucement. La biscotte, c'est bien pour l'instant, a-t-il grogné, mais ses yeux ne m'ont jamais quitté. Ce n'était pas le regard d'un mari inquiet pour sa femme. C'était le regard de quelqu'un vérifiant si son plan se déroulait comme prévu. J'avais l'impression d'être dans une partie d'échecs dont je ne connaissais pas les règles et où mon adversaire avait déjà prévu ses prochains coups. Monique a soupiré et a agité la main. Oh, c'est probablement juste ma toux qui rend tout amère. Je vais juste en prendre un peu et ensuite me reposer. Je l'ai aidée à se lever et l'ai accompagnée jusqu'à sa chambre. Elle marchait lentement, son genou arthritique la faisant boiter. Alors que je la soutenais, je me suis rappelé que peu importe ce qui se passait, elle était la personne la plus fragile de la maison. Je ne pouvais pas la laisser devenir victime de quoi que ce soit, peu importe d'où cela venait. Quand je suis retourné à la cuisine, Lucas nettoyait. Il a mis les crêpes restantes dans une boîte en plastique, scellant le couvercle hermétiquement. Léo était assis sur une chaise, fixant le sol, l'air complètement vidé. J'ai mis ma main sur son dos et j'ai demandé doucement, « Tu as froid, chérie ?» Léo n'a pas répondu. Il a juste appuyé sa tête contre ma main un instant avant de se redresser. Dans son silence, j'ai senti une peur qui n'appartenait pas à l'enfance. Je n'ai rien dit de plus. Je n'ai pas non plus posé d'autres questions à Lucas. Je suis juste resté là à regarder la boîte de crêpes hermétiquement fermée et je me suis dit que parfois la paix d'une famille ne vole pas en éclats avec un coup de tonnerre. Elle se brise avec de petits mouvements précipités et étranges, comme la façon dont un garçon de 5 ans venait d'utiliser tout son courage pour éloigner une assiette de crêpes de sa mère. Au moment où Monique s'est allongée, elle a recommencé à tousser, un son sec et déchirant qui lui raclait la gorge. J'ai remonté la couverture sur elle et placé un verre d'eau chaude à sa portée. Elle l'a repoussé. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste la vieillesse et le mauvais temps, mais son visage était pâle et ses yeux mi-clos de fatigue. Je suis sorti dans le salon et j'ai vu Léo toujours assis au bord de la chaise, ses pieds ne se balançant pas comme d'habitude. Il fixait le sol, jetant parfois un coup d'œil vers la chambre de sa grand-mère,
effrayé qu'elle puisse entendre quelque chose. Lucas se tenait près de la porte, enfilant sa veste, sa voix délibérément normale. « J'emmène Léo à l'école aujourd'hui. Reste à la maison et occupe-toi de maman. » Je l'ai regardé. Pour la première fois ce matin-là, je l'ai vu se porter volontaire pour une tâche qu'il évitait habituellement. Normalement, si je lui demandais de déposer Léo, il soupirait et se plaignait d'être en retard. Aujourd'hui, il l'a dit si vite, comme si c'était la chose la plus naturelle et urgente au monde. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste penché pour arranger le col de Léo et j'ai chuchoté, « Sois sage à l'école. Si quelque chose arrive, tu le dis à maman. » Léo n'a pas dit « D'accord », comme il le faisait habituellement. Il a juste fait un petit signe de tête, ses yeux évitant les miens. Je voulais tenir sa main un moment de plus, mais Lucas l'a pressé. « Allez, fiston. On va être en retard. » Alors qu'il partait, je suis resté à la porte et je les ai regardés s'éloigner vers sa Citroën 2CV garée devant. Après quelques pas, Léo a soudainement tourné la tête, son regard s'attardant sur moi plus longtemps que d'habitude, un mélange d'inquiétude et de mots non dits. J'ai levé la main et j'ai fait un signe, forçant un sourire rassurant. Il s'est détourné, ses petites épaules voûtées contre le crachin froid, la portière a claqué, ne laissant que le bruit de la pluie sur le toit et la toux de Monique depuis sa chambre. Je suis retourné à la cuisine, le cœur lourd. Sur la table, une faible trace de gras restait là où l'assiette avait été poussée. La boîte en plastique que Lucas avait scellée si hermétiquement trônait sur le comptoir. Je l'ai fixée longuement. Elle était trop bien scellée, comme s'il avait peur que les crêpes ne s'échappent. J'ai ri sombrement en moi-même. À quoi je pense? Les crêpes n'ont pas d'aile. Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne me quittait pas. J'ai ouvert la boîte. La vapeur tiède s'est échappée, sentant toujours la vanille, mais il y avait aussi une faible odeur âcre, comme un médicament. C'était à peine perceptible. Si on n'y prêtait pas attention, on passait à côté. Je me suis penché plus près. L'odeur était plus distincte. Mon cœur battait la chamade. J'ai rapidement remis le couvercle comme si j'avais peur de toucher quelque chose d'interdit. Je me suis appuyé contre l'évier, prenant une profonde inspiration. Les gens disent qu'aux grands mots les grands remèdes, mais je n'étais pas désespéré. J'avais peur. Peur de cette odeur étrange. De la réaction de Léo, de l'expression de Lucas quand il a arrêté ma main et quand il était si impatient d'emmener notre fils à l'école. J'ai ouvert le robinet et je me suis lavé les mains. L'eau froide engourdissait mes doigts. Je devais garder la tête froide. Ma propre mère disait, mieux vaut prévenir que guérir. Mais comment être en sécurité quand on vit sous le même toit, mangeant du même plat? J'ai commencé à scanner la cuisine comme quelqu'un cherchant une aiguille dans une botte de foin. Je n'ai pas tout retourné. J'ai juste observé les choses habituellement négligées. Le placard sous l'évier, le tiroir à épices, la poubelle. J'ai vérifié la poubelle d'abord. À l'intérieur se trouvaient des épluchures d'oignons, des pots de légumes et les petits sacs plastiques de la viande hachée. Rien d'inhabituel. J'ai soulevé la couche supérieure des déchets, cherchant soigneusement. Toujours rien. Manon, qu'est-ce que tu fais? Me suis-je grondé. Puis j'ai répondu, si je ne me sauve pas moi-même, qui le fera? J'ai ouvert le tiroir à épices. Sel, poivre, sucre, tout était à sa place. J'ai touché chaque pot. Ils étaient tous secs. J'ai regardé le coin du comptoir où Lucas gardait habituellement son bric-à-brac. C'était propre, inhabituellement propre, comme si quelqu'un venait d'effacer toute trace de quelque chose. Je me suis souvenu de quelque chose d'il y a environ une semaine dans cette même cuisine. J'étais rentré tôt et j'avais trouvé Lucas en train de faire de la soupe. Il me tournait le dos et protégeait la marmite de sa main alors qu'il versait rapidement quelque chose d'un petit sachet dedans. « Qu'est-ce que tu ajoutes » avais-je demandé. Il a sursauté. « C'est juste du sel. » Tu agis comme si je lançais un sort. J'en avais ri. Qui penserait du mal de sa propre famille? Mais maintenant ce souvenir revenait, tranchant comme un éclat de verre. Monique a toussé à nouveau, une longue quinte ralente. Je me suis précipité dans sa chambre. Elle était assise, le visage tordu par l'inconfort, se frottant la poitrine. J'ai soutenu son dos et chuchoté, « Où est-ce que ça fait mal, Monique ?»
Laisse-moi t'emmener chez le médecin, a-t-elle sifflé. Un médecin? C'est trop cher. C'est probablement juste les crêpes de ce matin. C'était trop fort. Je n'ai pas discuté. Avec les personnes âgées, la peur d'être un fardeau est souvent plus grande que la peur de la maladie. J'ai juste hoché la tête, essuyé sa sueur avec un gant chaud, et je lui ai apporté un bol de bouillon léger que j'avais fait moi-même avec de l'eau du thermos pour qu'elle puisse rincer le goût amer de sa bouche. Elle a fait ce que j'ai demandé, puis s'est rallongée, fixant le plafond, totalement épuisée. Je suis resté assise près de son lit un moment, écoutant sa respiration devenir régulière. En la regardant allongée là, je savais que je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Quoi qu'il se passe, elle était la plus vulnérable. Si je paniquais et disais la mauvaise chose, le choc pourrait être trop pour elle. Je suis retourné au salon et j'ai regardé l'horloge. Léo serait en classe maintenant. Et je me tenais au milieu de ma propre maison, me sentant comme une étrangère dans un pays inconnu. Je me suis dit, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être naïve. J'ai pris une décision simple mais difficile. Je demanderai directement à Léo, non pas pour lui mettre la pression, mais pour comprendre le fardeau qu'il portait. Si je restais silencieuse, la peur grandirait en lui d'abord, puis en moi. Et pour un enfant, une peur prolongée peut laisser des cicatrices permanentes. Quand Léo est rentré cet après-midi-là, il s'est arrêté net dès qu'il m'a vu, ses yeux scrutant autour de lui comme s'il vérifiait la présence de quelqu'un d'autre. Je l'ai emmené dans ma chambre, où Monique faisait la sieste, et j'ai fermé la porte doucement. J'ai tiré une chaise et je me suis assise à son niveau, plaçant mes mains sur ses petites épaules. Cette fois, je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai parlé doucement, en articulant chaque mot. Léo, qu'est-ce que tu as vu ce matin? Léo se tenait devant moi, ses petites mains se tordant ensemble. Il regardait ses orteils, ses lèvres pressées fermement comme s'il essayait d'avaler une boule dans sa gorge. J'ai reconnu sa peur. Ce n'était pas la peur d'être grondé, mais de quelque chose de plus grand, de plus ambigu, mais lourd comme une pierre. J'ai baissé ma voix encore plus, presque un murmure. Je te demande sérieusement. Dis-moi juste ce que tu as vu. Je ne serai pas fâché. J'ai juste besoin de savoir. Il est resté silencieux, sa gorge bougeant comme s'il voulait parler, mais ne pouvait pas. J'ai attendu patiemment, sachant que le forcer ne ferait que le braquer. J'ai doucement frotté ses épaules. Après un moment, Léo a éclaté en sanglots. Ce n'était pas le grand cri d'un enfant qui était tombé, mais les sanglots étouffés de quelqu'un qui avait retenu ça trop longtemps. Il a essuyé ses yeux avec ses poings, mais les larmes continuaient de couler. « Maman » a-t-il balbutié, sa voix tremblant comme une feuille dans le vent. « Ne le dis pas à papa. » D'accord. Mon cœur s'est serré. J'ai avalé difficilement, essayant de garder ma voix stable. D'accord, je ne le dirai pas. Je le promets. Léo a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés comme s'il testait ma promesse. Puis il a baissé les yeux et a chuchoté, « Ce matin, j'ai vu papa mettre un petit sachet dans ta pâte à crêpes. » Les mots m'ont glacé le sang, mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. J'ai demandé lentement, comme si je demandais comment s'était passée sa journée à l'école. « Quand est-ce que tu l'as vu faire ça? » Quand il préparait la pâte, il était dos tourné et j'étais assis juste là, a dit Léo, pointant sa chaise habituelle dans la cuisine. Il l'a pris sous l'évier. Le placard. J'ai hoché légèrement la tête, gardant mon expression neutre. À quoi ressemblait le sachet? Léo a reniflé. C'était tout petit, comme les sachets de sucre que la maîtresse me donne avec mon lait, mais c'était blanc. Papa l'a déchiré, l'a versé dedans et a mélangé. Le mot « mélanger » a tordu quelque chose en moi. J'ai continué à demander, « As-tu vu s'il l'a versé juste pour ton assiette ou dans tout le saladier ?» Le saladier, a-t-il sangloté, puis il a précipité ses mots comme s'il avait peur que je l'interrompe. Il l'a fait très vite. Il a regardé autour de lui et puis il a caché le sachet. Je l'ai vu. J'ai fait une pause de quelques secondes. Une partie de moi voulait bondir, courir à la cuisine, tout déchirer et foncer au travail de Lucas pour le confronter. Mais j'étais assise là devant mon fils de 5 ans en pleurs et terrifié. On dit que la colère rend imprudent. Je ne pouvais pas me permettre d'être imprudente. Je devais être plus intelligente que ma peur.
J'ai posé une dernière question, toujours doucement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Léo a baissé la tête. Papa a dit. Papa a dit que je n'avais pas le droit de le dire. Il a dit que si je le disais, il serait fâché et ne m'emmènerait plus au parc. Il a sangloté à nouveau, puis a ajouté dans un murmure, il a dit, tu t'inquiètes trop. Et si je te le disais, tu pleurais. Il n'aime pas quand tu pleures. Ma gorge s'est serrée. Un homme qui utilise la menace des larmes de sa femme pour réduire son propre enfant au silence. Ce n'était plus une dispute conjugale. C'était de la manipulation. J'ai tiré Léo dans mes bras. Il semblait si petit et léger. Je l'ai serré plus fort, un mélange d'amour et de rage montant en moi. Rage contre qui? Je n'osais même pas le nommer dans ma tête. Je ne vais pas pleurer, ai-je dit, ma voix aussi stable que possible. J'ai juste besoin que tu me dises une dernière chose. As-tu déjà vu papa faire ça avant? Léo est resté silencieux un moment, puis a fait un petit signe de tête. Il ne voulait pas le dire, mais il a hoché la tête. Quand? Ai-je demandé. L'autre jour quand il a fait la soupe, il a mis quelque chose dedans aussi. Il m'a regardé, effrayé de ma réaction. Je pensais que c'était du sel, mais le sachet ressemblait au même. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que je devais demander des détails précis. La mémoire d'un enfant peut être incertaine. Te souviens-tu d'où il a pris le sachet cette fois-là? De là-dessous aussi, a répondu Léo. Il s'est baissé et l'a pris très vite. As-tu déjà vu qu'il en mettait dans la nourriture de mamie? Ai-je demandé immédiatement, regrettant de l'impliquer, mais la question était sortie. Léo a secoué la tête immédiatement. Non, je l'ai seulement vu en mettre dans ta nourriture. Je l'ai serré plus fort. Une porte s'est fermée dans mon esprit. Pourquoi seulement ma nourriture? Si c'était juste une farce inoffensive, pourquoi ne pas en mettre dans tout le plat pour tout le monde? Et si c'était dirigé contre moi, quel était le but? Je ne lui ai pas posé de questions sur les motifs. Un enfant de 5 ans ne comprend pas l'argent, les contrats ou les sombres calculs des adultes. Tout ce dont j'avais besoin était d'assurer sa sécurité d'abord. Je l'ai doucement repoussé et l'ai regardé droit dans les yeux. Écoute-moi. À partir de maintenant, si papa te donne quoi que ce soit à manger ou à boire quand je ne suis pas là, tu lui dis, j'attendrai que maman rentre. S'il insiste, tu le répètes. Tu comprends? Léo a hoché la tête rapidement, comme s'il saisissait une bouée de sauvetage. Et s'il te demande si tu m'as dit quelque chose? J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Tu dis juste que tu es allé à l'école et que tu as joué. Maman s'occupera de tout le reste. Léo s'est mordu la lèvre. Maman, est-ce que tu vas aller bien? Cette question a transpercé mon cœur. Je voulais dire que j'allais bien pour apaiser ses peurs, mais mentir maintenant me semblait comme jeter une couverture fine sur un feu. Je lui ai dit la version la plus douce de la vérité. Je suis un peu fatigué, mais je vais aller mieux. Tu me fais confiance? Léo a hoché la tête avec force, des larmes accrochées encore à ses cils. Je les ai essuyées et lui ai donné un mouchoir. Je ne l'ai pas soudoyé avec des bonbons. Je l'ai réconforté avec certitude. Parce que ce dont les enfants ont le plus besoin, c'est le sentiment qu'un adulte monte la garde. Je ne suis pas fâché contre toi, ai-je dit. Ce que tu as fait, c'était parce que tu m'aimes. Je le sais. Léo m'a regardé, clignant des yeux comme s'il avait peur que je disparaisse. Il a posé sa tête sur mon épaule, et j'ai senti sa respiration revenir lentement à la normale. Je suis resté là à frotter son dos, mon esprit organisant tout dans des compartiments. D'un côté, une belle-mère souffrante, de l'autre, un fils terrifié, et au milieu, l'homme que j'avais appelé mon mari pendant plus d'une décennie. On dit qu'un oiseau sage sait quand chanter. En ce moment, je savais que ma sagesse devait être de savoir quand me taire. Non par soumission, mais parce que j'avais besoin de survivre, de protéger mon fils, et d'avoir des preuves solides entre les mains avant d'ouvrir la bouche. J'ai serré Léo une dernière fois, puis je l'ai laissé partir. Va regarder des dessins animés, mais garde le volume bas. Ne réveille pas mamie. En sortant, il m'a jeté un dernier coup d'œil. Je me suis levé, j'ai pris un carnet dans mon tiroir et je l'ai ouvert à une page vierge. Je n'ai pas écrit une longue histoire.
J'ai juste noté les points cruciaux où Léo a dit que son père avait pris le sachet, comment il l'avait ajouté, l'heure, et une courte phrase qui m'a donné des frissons. Ne sois pas imprudente. Trouve des preuves. Au moment où la porte s'est refermée derrière Léo, je n'étais plus une femme qui ne pouvait que pleurer en tenant son enfant. Je suis allé à la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. Cernes, lèvres pâles, cheveux en désordre à cause des nuits sans sommeil. Je me suis dit une vérité dure. Pour comprendre les gens, il faut savoir quand se taire. Se taire pour écouter, se taire pour observer, et se taire pour survivre. J'ai attendu d'être sûr que Monique dormait profondément. Si elle m'entendait bouger, elle poserait sûrement des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, ce qui ne ferait que l'inquiéter et aggraver son état. J'ai presque fermé sa porte, écouté sa respiration régulière, puis je suis retourné à la cuisine. La petite pièce semblait vaste et vide. Je me sentais perdu. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'odeur humide et terreuse de la pluie. Il faisait froid, mais cela m'a éclairci les idées. Je n'ai pas allumé le plafonnier, juste la petite lampe au-dessus de l'évier. Le faisceau étroit était juste suffisant pour quelqu'un travaillant en secret. Je me tenais devant l'évier. En dessous se trouvait le placard en bois humide. La porte était légèrement voilée et grinçait à l'ouverture. Je le touchais rarement. Il n'était plein que de produits de nettoyage et de vieux récipients en plastique. Mais Léo avait été clair. Son père s'était baissé ici. Je me suis accroupi et j'ai mis ma main sur la poignée. Avant de l'ouvrir, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. Ne tremble pas. Si je tremblais, je pourrais faire tomber quelque chose, déplacer quelque chose. Le moindre changement pourrait éveiller les soupçons. La porte du placard a grincé en s'ouvrant. L'odeur d'humidité et de savon m'a frappé. J'ai scanné le contenu un par un, faisant attention à ne rien déranger. Le liquide vaisselle était à gauche, une pile de boîtes en plastique, un rouleau de sac poubelle, un vieux carton. Mes yeux ont cherché le coin le plus profond et le plus sombre. Là, calé contre le mur du fond, se trouvait un morceau de papier journal roulé en boule délibérément poussé hors de vue. Je l'ai touché doucement. Il était sec, pas humide, ce qui signifiait qu'il n'était pas là depuis longtemps. Je l'ai sorti aussi lentement que si j'enlevais une épine. J'ai déplié le journal. À l'intérieur se trouvait un petit sachet en plastique blanc laiteux contenant une poudre. Je pouvais entendre mon propre cœur tonner dans mes oreilles. Tous les autres sons dans la maison semblaient s'estomper, sauf le doux clapotis de la pluie. Je voulais le lâcher, le jeter et courir, mais cela me laisserait sans issue. J'ai placé le sachet sur un essuie-tout, évitant le contact direct. Je n'osais pas m'en approcher trop. Je regardais juste la fine poudre blanc cassée reposant innocemment dans le sachet. Quelque chose qui semblait si inoffensif à l'œil nu pouvait être un tueur silencieux. Cette pensée m'a glacé le sang. J'ai pris une cuillère en acier inoxydable propre, une que j'utilisais pour le lait en poudre de Léo quand il était bébé. Je n'ai pas utilisé une cuillère de tous les jours de peur de laisser une trace. J'ai ouvert le sachet soigneusement, sans déchirer le bord, et j'en ai prélevé une quantité infime. C'était si peu qu'il serait difficile de remarquer que ça manquait, mais suffisant pour un échantillon. Je l'ai versé dans un petit sac de congélation à zip que j'avais préparé. Le sac s'est scellé avec un clic doux qui m'a fait sursauter. Je suis resté figé, écoutant. Pas de bruit de pas. Monique dormait toujours. La maison était calme. Sur le sac, j'ai écrit avec un marqueur permanent, échantillon cuisine, 12h15. Ce n'est qu'après avoir fini d'écrire que mes mains ont commencé à trembler. C'était le genre de tremblement qui vient après avoir fait ce que vous deviez faire. Parfois, il faut être fort d'abord et faible plus tard. J'ai scellé le sachet original, lissant le bord. Je l'ai réemballé dans le journal, le pliant le long des plis originaux, et je l'ai repoussé exactement dans le même coin. J'ai même soigneusement tourné la bouteille de liquide vaisselle pour que l'étiquette soit face à l'avant, tout comme elle l'était avant. Lucas était méticuleux comme ça. Il remarquerait si quelque chose était même légèrement déplacé. Quand j'ai eu fini, je me suis levé et je me suis lavé les mains avec du savon pendant un long moment. Ce n'était pas parce qu'elles étaient sales j'avais utilisé un essuie-tout mais parce qu'un frisson horrible semblait s'accrocher à ma peau. J'ai caché le sac échantillon au fond de la doublure d'un manteau accroché au fond de mon placard, un endroit que Lucas touchait rarement. Puis je me suis assise dans la cuisine,
regardant la casserole froide et la table propre, et je me suis demandé comment j'avais vécu si longtemps sans réaliser qu'il y avait un gouffre juste à mes pieds. Ce soir-là, Lucas est rentré plus tôt que d'habitude. Il est entré et a jeté un coup d'œil autour de lui comme quelqu'un vérifiant des changements. Je passais la serpillière et je me suis redressé, faisant semblant d'être fatigué. J'ai tellement mal à la tête aujourd'hui. Je pense que j'irai chez le médecin demain, ai-je dit. Il a grogné, sa voix plate, et a regardé vers la chambre de Monique. Maman dort? Oui, elle dort, ai-je répondu, gardant ma voix calme. Il est allé à la cuisine, a ouvert le frigo et a sorti de la viande pour la décongeler. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais manger, mais il a commencé à cuisiner. Un repas simple, soupe de légumes, ragoût de porc et œufs sur le plat. Tout était facile à digérer, le genre de repas qu'on cuisinerait pour une personne malade. N'importe quel autre jour, j'aurais pu être touché, mais aujourd'hui, j'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre, et l'acteur était profondément dans son rôle. Au dîner, il m'a servi un bol de riz et y a même placé un morceau de porc mijoté. Mange, a-t-il dit. Tu as l'air si pâle ces derniers temps. J'ai regardé la viande. Mon estomac s'est retourné, non pas de faim, mais de peur. Je ne pouvais pas la manger, mais je ne pouvais pas non plus refuser catégoriquement. J'ai faim un mal de tête, plissant le front. Je me sens trop nauséeuse. Je pense que je vais juste prendre des biscuits secs et du lait. Lucas s'est arrêté, ses baguettes en suspens. Il m'a regardé plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard calculateur. Tu as encore la nausée? A-t-il demandé, sa voix douce mais insistante. Je devrais te faire un peu d'eau chaude? J'ai secoué la tête immédiatement. Non, ça va. Je peux le faire moi-même. Il n'a pas discuté. Il a juste dit d'accord et a continué à manger. Mais son absence d'argumentation était encore plus troublante. Les gens avec une mauvaise conscience sont souvent nerveux, mais ceux avec une grande culpabilité peuvent être terriblement calmes. J'ai pris des biscuits dans un bocal que je gardais sur une étagère haute, un type sec que Léo aimait. J'en ai cassé un petit morceau et j'ai mâché lentement, essayant d'agir naturellement. Je me suis versé mon propre verre d'eau du thermos, n'utilisant pas un verre qu'il m'aurait offert. Je me suis souvenu d'un vieux dicton, aime les autres comme tu t'aimes toi-même, mais aime-toi toi-même en premier. Si tu ne peux pas te protéger, tu ne peux protéger personne. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, je me suis allongé à côté de lui, les yeux grands ouverts. Lucas était de l'autre côté du lit, respirant régulièrement. J'ai fait face au mur, ma main sur le dos de mon fils. Cette petite présence chaude était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti un froid profond et pénétrant. Le froid de quelqu'un qui commençait à comprendre que quelque chose était caché dans ma maison. Quelque chose de plus soigneusement gardé que l'argent. Et c'était juste sous l'évier où je me lavais les mains tous les jours. Une blague amère et cruelle. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, non pas parce que j'étais diligente, mais parce que j'avais peur. Peur que si j'étais un pas trop lente, je mettrais à nouveau ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre. J'ai attendu que Lucas emmène Léo à l'école et que Monique soit endormie avant d'agir selon le plan que j'avais formulé pendant ma nuit blanche. Le petit sachet échantillon, soigneusement caché, était maintenant glissé dans la doublure intérieure de mon sac à main. Je ne l'ai pas mis avec mon portefeuille ou mon téléphone pour éviter qu'il ne soit vu si je devais fouiller pour quelque chose. Je portais un manteau sombre, un chapeau et un masque, non pas pour le style, mais pour que si je croisais quelqu'un que je connaissais, il penserait juste que j'essayais d'éviter de transmettre un rhume à la personne âgée à la maison. La pharmacie de Valérie était au bout de la rue principale, à 2 tournants de ma rue. Je la connaissais depuis que je travaillais dans une épicerie il y a des années. Elle avait quelques années de plus que moi, parlait doucement, mais était vive et efficace. C'était le genre de personne qui en savait beaucoup, mais disait peu exactement qui il me fallait. En entrant, l'odeur mélangée d'antiseptiques et de remèdes à base de plantes a rempli l'air. Valérie a levé les yeux et a froncé les sourcils. « Manon, tu as une mine épouvantable. » J'ai forcé un sourire, essayant de garder ma voix normale. « Je ne suis pas très en forme. As-tu une minute pour parler en privé ?» Valérie a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a hoché la tête, me faisant signe de suivre.
Elle m'a conduite dans l'arrière-boutique où elle gardait ses dossiers et un petit réfrigérateur pour les médicaments sensibles à la température. Elle a tiré un rideau. Qu'est-ce qu'il y a? Parle vite. J'ai ouvert mon sac à main, sorti le petit sac de congélation et l'ai placé sur la table. Ma main tremblait, peu importe combien j'essayais de l'arrêter. J'ai parlé directement sans fioriture. Je soupçonne qu'il y a quelque chose d'étrange dans ma nourriture à la maison. J'ai réussi à obtenir un échantillon. J'ai besoin de savoir ce que c'est, mais je ne veux pas que quiconque sache que je demande. L'expression de Valérie s'est assombrie en regardant le sac. Elle ne l'a pas ouvert. Elle a juste demandé « Où as-tu eu ça ?» Dans la cuisine, ai-je répondu. La cuisine de qui? A-t-elle insisté, sa question tranchante comme un rasoir. J'ai fait une pause, la bouche sèche. Dire le nom de Lucas donnait l'impression de déchirer le dernier rideau de déni. Mais j'étais déjà là. Celle de mon mari, ai-je dit, ma voix douce mais claire. Valérie a soupiré et s'est assise. Elle m'a regardé un long moment. Manon, soyons clairs. Je ne suis pas la police et ceci n'est pas un laboratoire. Je ne peux te donner qu'une idée générale. Mais quoi que tu fasses, tu dois le faire correctement. Pour que tu aies un dossier solide plus tard. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises, désespéré. Valérie a mis une paire de gants. Elle n'a pas déchiré le sac. Elle a utilisé des ciseaux pour couper une minuscule fente au bord et a extrait une quantité infime de la poudre, la plaçant dans une fiole en verre propre. Tout en travaillant, elle parlait d'un ton bas et instructif. À partir de maintenant, traite tout comme une preuve. Ne touche rien à main nue, et ne le confronte pas quand tu es seul à la maison. Certaines personnes, quand elles sont acculées, ne fuient pas, elles contre-attaquent. Tu comprends? Un frisson a parcouru mon échine. Oui, ai-je chuchoté. Valérie a effectué quelques tests simples, dissolvant un peu de poudre dans une solution et utilisant une bandelette réactive. Elle ne parlait pas, ses yeux fixés sur le résultat. Plus elle restait silencieuse, plus mon cœur battait fort. Après quelques minutes, elle a levé les yeux, la voix basse. Cela ressemble à un type de sédatif, pas quelque chose qu'une personne aurait normalement dans sa cuisine. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai agrippé le bord de la table pour me stabiliser. Un sédatif? Qu'est-ce que ça veut dire? Valérie m'a regardé droit dans les yeux. Ça veut dire qu'à petite dose, ça te rend somnole, léthargique, et ta mémoire devient floue. Une utilisation à long terme mène à la faiblesse. Une dose plus forte peut être dangereuse, surtout pour quelqu'un de déjà fragile. Elle a fait une pause, insistant sur chaque mot. Et si quelqu'un mélange ça à ta nourriture à ton insu, ce n'est pas un accident. Cette dernière phrase m'a frappé comme un marteau. Je voulais en demander plus, mais ma gorge était serrée. Tout ce que j'ai pu dire, c'est exactement comme ça que je me sens. Valérie a écrit quelques courtes lignes sur un morceau de papier. Pas le nom spécifique du médicament, mais sédatif suspecté. Recommande test en laboratoire professionnel. Elle l'a signé et me l'a tendu. Prends ça, mais souviens-toi que ce n'est qu'une première étape. Pour un vrai dossier, tu as besoin d'un vrai résultat de laboratoire. Je peux te recommander un endroit, mais c'est à toi de décider. J'ai serré le fin morceau de papier, qui semblait aussi lourd qu'une pierre. Ma voix tremblait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le conseil de Valérie était pratique, pas poétique. D'abord, tu survis. Tu dois couper la source. Prépare ta propre nourriture et tes boissons. Si quelque chose a un goût ou une odeur étrange, jette-le. Ne sois pas sentimental. Sauver une assiette de nourriture pourrait te coûter la vie. Et tu as besoin de quelqu'un de confiance pour garder tes preuves. Si tu gardes tout et qu'il t'arrive quelque chose, tout disparaît. Mon esprit a immédiatement flashé sur Sandrine, la femme qui tenait la boulangerie au bout de notre rue. Elle était un peu brute de décoffrage, mais avait un bon cœur. J'ai glissé le papier dans mon portefeuille et j'ai posé la question que je redoutais le plus. Valérie, penses-tu que je devrais confronter mon mari? Elle a secoué la tête immédiatement. Non, pas quand tu n'as pas assez pour te protéger. Le confronter maintenant, c'est comme lui donner la corde pour te pendre. Tu dois être patiente pour attraper le gros poisson.
J'ai quitté la pharmacie avec l'impression de marcher sur des nuages. Dehors, la vie continuait comme d'habitude. Les gens conduisaient, achetaient leur petit déjeuner, vivaient leur vie, ignorant complètement que dans mon sac à main se trouvait un petit morceau de papier qui pourrait changer mon monde entier. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis lavé les mains, j'ai changé de vêtements et j'ai mis le papier dans une enveloppe, que j'ai cachée au fond de ma boîte à couture. À partir de maintenant, me suis-je dit, je devais vivre dans cette maison comme quelqu'un traversant une corde raide. Un faux pas et je tomberais. Cet après-midi-là, quand Lucas est rentré, il a demandé « Où étais-tu ce matin ?» J'avais ma réponse prête. Je suis allé à la pharmacie pour prendre plus de vitamines et de sirop pour la toux de maman. Et je me sentais si fatigué, j'ai fait vérifier ma tension. Il a grogné et m'a regardé de haut en bas. J'ai maintenu mon expression lasse. Après tout, mon épuisement était réel. Je ne souriais pas beaucoup ni ne parlais beaucoup. J'étais juste plus silencieuse, le calme de quelqu'un qui a vu l'abîme. Ce soir-là, j'ai cuisiné une soupe simple pour Monique, m'assurant de la goûter moi-même. Je l'ai servie devant moi. En mangeant, elle a dit « Manon, ma chérie, tu ne devrais pas veiller si tard. La santé d'une femme est son trésor. » J'ai entendu l'ironie douce amère dans ses mots et je n'ai pu gérer qu'un calme « Oui, maman. » Au dîner, Lucas m'a de nouveau servi de la nourriture, tout comme la veille. Je n'y ai pas touché. Je vais juste prendre un peu de pain et du sel. Mon estomac fait des siennes. Je me suis fait un petit bol de flocons d'avoine nature, un type préemballé en qui j'avais confiance, et j'ai mangé ça à la place. C'était un repas pauvre, mais il avait bon goût parce que c'était quelque chose que je pouvais contrôler. Lucas a regardé mon bol, un éclair d'agacement dans ses yeux, disparu aussi vite qu'il était apparu. Il n'a pas insisté. Il a juste demandé, sa voix faussement légère, « Comment vas-tu aller mieux si tu continues à manger comme ça ?» J'y arriverai, ai-je répondu. Et à ce moment-là, j'ai su que je vivais une double vie. À l'extérieur, la belle épouse et belle-fille. À l'intérieur, une mère construisant une barrière invisible autour de son enfant, pièce par pièce minutieuse. Cette nuit-là, alors que Léo dormait, je me suis assise au bord de son lit et je l'ai regardé. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais appris. Un enfant ne devrait pas avoir à porter la peur d'un adulte. J'ai juste embrassé son front et chuchoté, « Maman est là. » Puis j'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, je pouvais entendre la respiration régulière de Lucas de l'autre côté du lit. Ce n'était plus le son d'un partenaire, mais de quelqu'un dont je devais me méfier. Et dans mon cœur, une décision avait pris racine, ferme et inébranlable. J'avais besoin d'une alliée, non pas pour livrer bataille, mais pour m'assurer que si je tombais, quelqu'un saurait pourquoi. Ce matin-là, j'ai choisi un moment où la maison était la plus calme pour sortir. Monique se reposait encore. Léo était à l'école. Et Lucas était parti travailler. J'ai verrouillé la porte soigneusement, l'enveloppe glissée dans mon sac à main comme un secret qui pourrait brûler ma vie. La boulangerie de Sandrine était à l'entrée de notre rue. C'était juste une boutique simple, avec une bonne odeur de levain et un panier de viennoiseries fraîches. Mais chaque matin, c'était animé. Je devais choisir le bon moment pour lui parler. Quand elle m'a vu, Sandrine a plissé les yeux. « Manon, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu ne devrais pas être chez toi ?» J'ai fait un sourire faible. « J'ai besoin de te demander quelque chose, Sandrine. As-tu une minute pour parler en privé ?» Sandrine m'a regardé de haut en bas. « Tu es blanche comme un linge. Tu es encore malade? Bon. Viens par ici. Fais vite. J'ai des clients. » Elle m'a tiré derrière un petit paravent où elle gardait ses réserves de farine. L'air était épais de l'odeur de café et de sucre. N'importe quel autre jour, cela aurait été réconfortant. Aujourd'hui, cela me serrait juste la gorge. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai posé l'enveloppe sur mes genoux. « Sandrine, j'ai besoin que tu gardes quelque chose pour moi. J'ai peur de le garder à la maison. J'ai peur qu'un jour ça n'y soit plus. » Sandrine a arrêté d'essuyer le comptoir et s'est tournée vers moi. « De quoi parles-tu, bon sang ?» Je lui ai raconté la version courte. Ma santé déclinante. Ce que Léo a vu. La poudre que j'ai trouvée.
Le soupçon de sédatif de la pharmacienne et ma peur de confronter mon mari seul avec ma belle-mère et mon fils dans la maison. Quand j'ai fini, j'ai réalisé que mes jointures étaient blanches à force de serrer mon sac. Sandrine est restée immobile un moment, puis a marmonné un juron dans sa barbe. Sa voix était basse maintenant, rien à voir avec celle tonitruante qu'elle utilisait pour les clients. Mon Dieu, un homme ferait ça? Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Je ne suis pas sûr à 100% de tout, mais je suis assez sûr pour ne rien manger ni boire de ce qu'il me donne. J'ai juste besoin que tu gardes ça. S'il m'arrive quelque chose, au moins les gens sauront que ce n'était pas un accident. Sandrine m'a regardé avec un mélange de pitié et de colère. Elle a attrapé un sac en plastique épais. Donne ça ici. Je vais le cacher. Puis elle a ajouté, mais écoute-moi bien. N'essaie pas de jouer les héroïnes et de gérer ça toute seule. Tu as besoin de renfort. Tu comprends? J'ai ouvert l'enveloppe et je lui ai donné la note de Valérie et un petit sac zip scellé avec un autre échantillon. Je ne lui ai pas tout donné. J'avais appris à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Sandrine l'a pris, l'a regardé, et l'a immédiatement scellé dans le sac en plastique. Elle a ouvert un conteneur où elle gardait des produits secs, a sorti une vieille boîte à biscuits en fer blanc, et a caché le sac au fond. Personne ne regarde ici à part moi, a-t-elle dit. Et même s'il le faisait, qui va fouiller dans les réserves d'une boulangère? J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mais Sandrine n'avait pas fini. Alors, c'est quoi ton prochain coup? Tu ne peux pas l'éviter éternellement. Il va devenir méfiant. J'ai hésité, mais elle était maintenant ma bouée de sauvetage. Je devais lui dire le reste. J'ai besoin d'une preuve claire. J'ai besoin de l'attraper en train de mettre ça dans la nourriture. Les yeux de Sandrine se sont rétrécis. Tu vas le filmer? Honnêtement, je n'aime pas ça, mais si tu le fais, fais-le proprement. Prends les images, fais une copie, et assure-toi qu'il ne puisse pas savoir que c'était toi. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que j'avais un vieux téléphone que je comptais utiliser. Sandrine a pincé les lèvres. D'accord, mais cache-le bien. Si un homme comme ça a des soupçons, il retournera à la maison. Je lui ai posé la question qui me pesait toute la nuit. Sandrine, si je fais ça et qu'il le découvre, peux-tu m'aider? Les yeux de Sandrine ont brillé. Je vois bien que tu as peur. Je vais être franche avec toi. Si ça tourne mal, tu cours ici. Je ne suis pas riche, mais j'ai de la voix. J'ai des jambes et j'ai des voisins. On ne peut pas cacher quelque chose d'aussi pourri éternellement. Ces mots m'ont donné envie de pleurer, mais ils m'ont aussi rendue plus forte. J'ai baissé la tête. Merci, Sandrine. Elle a balayé ça de la main. Ne me remercie pas. Maintenant rentre chez toi avant que les gens ne commencent à jaser. Et quand tu arrives là-bas, surveille ce que tu manges et surveille ce garçon. Un enfant est un point faible. Tu protèges Léo d'abord. La mention de Léo a fait mal à ma poitrine. Je me suis levé, j'ai remonté mon masque et je suis parti. Sandrine est retournée vers ses clients, sa voix tonitruante à nouveau. Café chaud, muffin frais ici. Pour tout le monde, c'était un matin normal. Pour moi, cette normalité semblait précieuse, quelque chose qui valait la peine de se battre. De retour à la maison, la première chose que j'ai faite a été de tout vérifier. Les portes, les verrous, les fenêtres. Tout était comme je l'avais laissé, mais je ne me fiais plus aux apparences. Je me suis lavé les mains, changé, et j'ai sorti mon vieux téléphone. La batterie était faible, mais il pouvait encore enregistrer. Je l'ai chargé, éteint la sonnerie et le vibreur, effacé toutes les notifications et mis en mode avion. Je l'ai préparé comme quelqu'un révisant pour un examen où l'échec signifiait la mort. Quand Léo est rentré cet après-midi-là, il a couru et m'a serré dans ses bras, mais son étreinte était douce, comme s'il avait peur de me faire mal. Je l'ai soulevé et j'ai embrassé ses cheveux. Tu t'es bien amusé à l'école aujourd'hui? Il a hoché la tête, puis a chuchoté à mon oreille, Maman, ça va? J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste répondu, je vais bien, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu ne manges ni ne bois rien que papa te donne si je ne suis pas là. Compris? Léo a hoché la tête fermement. Aussi sérieux qu'un homme adulte. J'ai caressé sa joue,
mon cœur douloureux d'amour et de chagrin. Un enfant devrait s'inquiéter de choisir un jouet, pas de vérifier sa nourriture. Ce soir-là, Lucas est rentré tard. En entrant, une faible odeur de parfum inconnu a flotté devant moi. « Comment va maman ?» a-t-il demandé. Elle tousse un peu moins, mais elle est toujours fatiguée, ai-je répondu. Il s'est lavé les mains et est allé à la cuisine, ouvrant le frigo par habitude. Je me tenais près de Léo, faisant semblant de ranger ses jouets, mais mes yeux étaient sur chaque mouvement de Lucas. Il était calme. Mais ce n'était plus le calme d'un homme doux. C'était le calme du secret. J'ai cuisiné le dîner, prenant le contrôle du repas. J'ai servi la soupe de Monique, servi la nourriture pour Léo, et puis je me suis assise. Lucas me regardait. Une lueur indéchiffrable dans ses yeux avant qu'il ne baisse le regard et commence à manger. Pendant le repas, j'ai fait la conversation. La maîtresse a félicité Léo. J'ai acheté une nouvelle crème pour l'arthrite de Monique. Le travail était chargé. Je parlais pour combler le silence, pour cacher ma propre tension. Lucas a juste grogné et dit « Je vois ». Après le dîner, j'ai fait la vaisselle comme d'habitude, mais cette fois mon esprit était vif. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas sondé. J'ai juste observé, mémorisé, et me suis empêché de faire la moindre erreur. Comme dit le proverbe, l'homme fait des plans, Dieu rit. Mais je ne savais pas ce que Dieu me réservait. Je savais seulement que je devais faire des plans pour moi-même d'abord. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, j'ai sorti le vieux téléphone. J'ai trouvé un endroit dans la cuisine, testé l'angle, et puis je l'ai rapidement éteint. Je ne l'ai pas laissé traîner. Je l'ai caché dans un endroit que moi seul connaissais, parmi les objets les plus banals où personne ne penserait jamais à regarder. Je me suis allongé à côté de Léo. Il s'est retourné et a passé son bras autour du mien, dormant plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des jours. J'ai fixé le plafond sombre, écoutant la pluie. La panique dans mon cœur s'était calmée, remplacée par un silence délibéré, comme quelqu'un retenant son souffle pour nager à travers un tourbillon. Je me suis réveillé alors qu'il faisait encore nuit. La pluie avait cessé, mais un froid persistait sur le carrelage. Je suis resté immobile un moment, écoutant la respiration régulière de Léo et la toux douce de Monique avant de m'asseoir lentement. Aujourd'hui était le jour où je plaçais mon pari. Non pas pour tester le cœur de mon mari. Un cœur brisé ne vaut pas la peine d'être testé, mais pour obtenir quelque chose de solide, quelque chose que si quelqu'un demandait jamais, je pourrais présenter sans un mot. La preuve est dans le pudding, comme on dit. Parfois, cette phrase peut sauver une vie. Je me suis glissé à la cuisine. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le vieux téléphone. Batterie pleine, mode avion activé, pas de son, pas de vibration. Je ne l'ai pas mis dans un endroit évident. Je l'ai coincé derrière un grand pot à épices. L'objectif de la caméra visait le placard sous l'évier et la zone de la gazinière. De l'extérieur, cela ressemblait juste à une étagère encombrée. Après l'avoir installé, je suis remonté et je me suis allongé, feignant un profond épuisement. Heureusement, l'épuisement était réel. Un peu après 6 heures, Lucas s'est réveillé. Il est descendu, sa voix un grondement bas. « Tu as si peu mangé hier. Je vais te faire des crêpes ce matin. » J'ai soupiré, faisant semblant d'être faible. Oui, ma tête est si lourde. Pourrais-tu mettre un peu de rhum comme la dernière fois? J'essaierai d'en manger un peu. Il a accepté immédiatement, si vite qu'il n'y avait pas une trace d'hésitation. Il est allé dans la cuisine. Je n'ai pas suivi. J'ai juste entrouvert la porte de ma chambre juste assez pour entendre et laisser la caméra faire son travail. Le bruit du frigo qui s'ouvre, une poêle posée sur le feu, l'eau qui coule, tous des sons normaux. Mais je savais que ce que j'attendais n'était pas dans ces sons. Un instant plus tard, j'ai entendu le doux grincement du placard sous l'évier. J'ai retenu mon souffle. Puis le bruit faible et net du papier qui se déchire. Je ne pouvais pas le voir, mais j'imaginais la petite main froide de Léo et ses mots. Il l'a pris sous l'évier. La pâte a commencé à grésiller. Le bruit d'une fourchette qui bat, mélangeant quelque chose qui était plus que juste de la farine et des œufs. J'ai fermé les yeux une seconde, non par peur, mais pour rester concentré. Si je courais là-bas en criant maintenant, je perdrais tout. Manon, a appelé Lucas.
Descends manger pendant que c'est chaud. Je suis descendu lentement, ma main sur le mur comme si j'avais le vertige. Il se tenait près de la gazinière, le visage sombre. Il a fait glisser une crêpe dans une assiette et l'a posée sur la table. La vapeur montait, épaisse de l'odeur de vanille et de rhum. Il a poussé l'assiette vers moi, sa voix un peu sèche, mais essayant d'être douce. « Assieds-toi, mange, et va mieux. » Je me suis assise. J'ai regardé l'assiette, mais je n'ai pas touché la fourchette tout de suite. J'essayais de lire sa réaction. Il se tenait près de la table, ne s'asseyant pas pour manger avec moi comme d'habitude. Il me regardait, non pas avec inquiétude, mais avec attente. J'ai pris la fourchette et j'ai coupé un morceau. « Tu as mis beaucoup de rhum. »« Ça sent fort », ai-je dit comme pour le complimenter. « Ouais », a-t-il répondu. « Maintenant mange. » « Arrête de parler. » Ces mots, « arrête de parler », m'ont glacé le sang. J'ai porté la fourchette vers ma bouche, puis je me suis arrêté, plissant le visage. Oh, je me sens. Je me sens mal. Je crois que c'est parce que j'ai si mal dormi. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi, sa voix plus basse, mais la pression montant. Prends juste un peu. Je vais t'aider. Il a pris la fourchette. J'ai immédiatement reculé, forçant un sourire faible. Non, non, je peux le faire moi-même. Tu vas me donner encore plus la nausée. Il s'est figé une demi-seconde. J'ai vu l'éclair de frustration dans ses yeux avant qu'il ne le dissimule rapidement. Il a posé la fourchette. Bien, alors mange. Ça marche mieux quand c'est chaud. J'ai hoché la tête, faisant semblant de souffler dessus, et j'ai pris une bouchée. Mais je ne l'ai pas mise dans ma bouche. Je l'ai juste touchée à mes lèvres, puis j'ai immédiatement couvert ma bouche comme si j'allais vomir. Oh, je ne peux pas. Lucas s'est levé d'un bond. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'eau? J'ai secoué la tête, agrippant mon estomac. Non, j'ai juste besoin de la salle de bain. J'ai marché rapidement vers la salle de bain, mais je n'ai pas verrouillé la porte. Je suis juste resté à l'intérieur, prenant de grandes respirations pour me calmer. Je savais que je ne pouvais pas faire traîner ça trop longtemps. Je me suis aspergé le visage d'eau et je suis sorti, frottant mon front comme une personne sur le point de s'évanouir. Lucas attendait toujours. Il regardait l'assiette presque pleine, sa voix devenant froide. « C'est quoi cette façon de manger ?» J'ai essayé de paraître faible. « Je vais la manger. Donne-moi juste une minute. » J'ai tellement le vertige. Au moment où il s'est tourné pour prendre un torchon dans la cuisine, j'ai glissé ma main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti une petite fiole que j'avais préparée à un flacon de vitamines vide et nettoyé. J'ai rapidement pris un petit morceau de la crêpe et l'ai mis dedans, scellant le couvercle. Le mouvement était si rapide et silencieux que même moi j'ai été surprise que mes mains ne tremblent pas. J'ai glissé la fiole au fond de mon sac à main, qui était accroché à une chaise voisine, et je l'ai zippé. Lucas est revenu avec le torchon. Essuie ton visage, puis mange. Je l'ai pris, tamponné mon visage, et puis j'ai mis une toute petite bouchée dans ma bouche. J'ai avalé, non pas parce que je le voulais, mais parce que je devais maintenir l'acte. La crêpe chaude a glissé dans ma gorge. J'ai essayé de garder mon expression neutre, mais mon cœur battait la chamade. J'ai pris une autre bouchée et puis j'ai posé la fourchette. Je suis pleine. Je finirai plus tard. Lucas m'a fixé, ses yeux essayant de voir à travers moi. Il n'a rien dit de plus. Il a juste débarrassé sa propre place où il n'avait pas mangé et a mis le reste des crêpes dans une boîte, la scellant hermétiquement à nouveau. Ce scellement méticuleux m'a fait mal à la gorge. J'ai pris mon sac et je suis allé dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit, attendant qu'il parte. Au moment où la porte d'entrée s'est fermée, j'ai laissé échapper un souffle aigu comme quelqu'un qui venait de faire surface pour respirer. Je suis immédiatement retourné à la cuisine et j'ai récupéré le vieux téléphone. Ma main tremblait en ouvrant le fichier vidéo. L'image était brutalement claire sur l'écran. Lucas se baissait, plongeait la main dans le placard sous l'évier, sortait le petit sachet, le déchirait, versait la poudre dans la pâte, et mélangeait. Chaque action était rapide, précise et confiante. Il bougeait comme un homme qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Après l'avoir regardé, je n'ai pas pleuré.
J'ai juste senti un froid glacial se répandre de la nuque le long de ma colonne vertébrale. C'était si froid que j'ai dû enrouler mes bras autour de moi-même. Vers midi, j'ai apporté l'échantillon de crêpes à Valérie tout aussi discrètement qu'avant. Elle a regardé l'échantillon, puis moi. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a juste dit, « Tu as fait la bonne chose. Étiquette-le avec la date et l'heure. » Cet après-midi-là, elle m'a appelé au coin du comptoir, la voix très basse. Cet échantillon correspond au premier, mais les indicateurs sont plus forts cette fois. Manon, tu dois faire attention. Il ne s'agit plus juste de se sentir fatigué. J'ai pris le nouveau rapport qu'elle m'a donné, ma paume froide et moite. Je n'ai pas dit, je sais. Cela aurait été inutile. J'ai juste hoché la tête, je l'ai remercié et je suis rentré chez moi, ressemblant à n'importe quelle autre femme revenant d'une course. Sur le chemin, je me suis arrêté à la boulangerie de Sandrine pour acheter une brioche pour Monique. En payant, j'ai dit doucement, j'en ai plus. Sandrine m'a lancé un regard. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste hoché la tête, comprenant que les choses venaient de s'aggraver. De retour à la maison, je ne suis pas allé directement à la cuisine. Je suis allé dans ma chambre, me suis lavé les mains, changé, et j'ai classé le nouveau rapport avec le premier. Je me suis dit, à partir de maintenant, je dois vivre dans cette maison comme quelqu'un marchant à travers un champ de mines. Un faux pas et tout explose. Cet après-midi-là, Lucas est rentré et a demandé, « Où es-tu allé aujourd'hui ?» J'avais ma réponse prête. Je suis sorti prendre l'air et j'ai acheté une nouvelle tisane pour maman. Il a grogné, me scrutant. J'ai maintenu ma façade épuisée parce que mon épuisement était très réel. Je ne souriais pas. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais juste plus calme, le calme d'une personne qui a vu le gouffre qui s'étend devant elle. Ce soir-là, c'était encore moi qui cuisinais. J'ai encore servi la soupe de Monique. J'ai encore emmené Léo se brosser les dents. J'étais encore la belle épouse devant les autres. Mais en moi, une carte avait été dessinée. Et je savais qu'à partir de ce jour, je n'avais plus le droit d'être naïve. Je n'avais que le droit de vivre et le droit de protéger mon fils à tout prix. Avec la vidéo de la cuisine, je ne me permettais plus d'attendre et de voir. J'ai commencé à fonctionner sur un principe simple. Ce que je ne pouvais pas contrôler, je l'évitais. Ce en quoi je ne pouvais pas avoir confiance, je le surveillais. Cela semble froid, mais quand vous avez vu l'abîme à vos pieds, vous perdez votre innocence. J'ai établi une nouvelle règle pour Léo, la formulant simplement comme un avertissement concernant un four chaud. Tu ne dois pas aller dans la cuisine tout seul, et tu ne dois accepter aucune nourriture ou boisson de papa quand maman n'est pas là. Quand il a demandé pourquoi, j'ai juste dit, écoute-moi. Maman va gérer ça. Un enfant a besoin de certitude, pas d'une conférence. Lucas continuait sa performance, demandant des nouvelles de Monique, lui rappelant de prendre ses médicaments, allant et venant selon son horaire. Son visage, l'image d'un père de famille inquiet. La seule différence était que chaque fois que je prenais l'initiative de cuisiner ou de verser des boissons, il me regardait un instant plus long que d'habitude. Ce n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard d'évaluation, comme quelqu'un ayant peur de perdre le contrôle. Un matin, alors qu'il se précipitait pour partir, il s'est baissé pour lasser ses chaussures et son téléphone a glissé de sa poche, claquant sur le sol. Il l'a ramassé, agacé par le retard, l'a posé hâtivement sur le meuble à chaussures et s'est précipité dehors. Au moment où la porte s'est fermée, je suis resté figé quelques secondes. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre de Monique. Elle se reposait encore. Léo était par terre, construisant avec ses blocs, le dos tourné à moi. « Reste dans ta chambre et joue, chérie. Maman va se changer, lui ai-je dit. » Il est parti en courant. J'ai pris le téléphone de Lucas. Ma main était glacée, mais le téléphone était chaud de sa poche. Je n'ai pas essayé de deviner un mot de passe au hasard. J'ai pensé à la seule chose à laquelle je détestais penser. L'anniversaire de Léo. Je l'ai tapé. L'écran s'est déverrouillé. À ce moment-là, j'ai compris que déverrouiller un téléphone peut être comme ouvrir une tombe. Je suis allé directement à ses messages. Il y avait un nom que je ne reconnaissais pas. Chloé. J'ai ouvert la conversation. Les mots sur l'écran étaient comme une gifle. Chloé,
est-ce que la dose d'hier était trop forte? Lucas, pas encore. On doit augmenter un peu plus. Elle doit être faible pour être docile. Chloé, j'ai peur que ce soit découvert. Lucas, elle me fait confiance. Une fois qu'elle sera complètement hors jeu, on aura fini. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai vu un autre échange qui a arrêté mon cœur. Chloé, est-ce que le gamin remarque quelque chose? Lucas, c'est juste un garçon. On s'occupera de lui plus tard. Je me suis entendu avaler. On s'occupera de lui plus tard. Ces quelques mots n'étaient pas dits sous le coup de la colère. Ils faisaient partie d'un plan. On dit qu'il faut toujours garder un niveau de dignité. À ce moment-là, je me suis seulement dit, reste calme. Tu dois protéger ton fils. Je n'ai pas fait de capture d'écran sur son téléphone. J'ai utilisé mon propre téléphone pour prendre des photos des messages les plus accablants. Puis j'ai quitté l'application, verrouillé l'écran et remis le téléphone exactement là où il était. J'ai même essuyé avec un mouchoir sec, une habitude de ménage, pour enlever toute empreinte digitale. Quand j'ai eu fini, je me suis lavé les mains. L'eau était froide, mais ma tête semblait brûlante, comme si quelqu'un pressait des charbons contre mon front. Après avoir déposé Léo à l'école, je suis allé à la boulangerie de Sandrine, faisant semblant d'acheter un muffin pour Monique. En payant, j'ai dit juste une phrase. J'ai les textos. Sandrine m'a fait un léger signe de tête. Pas de questions. Dans notre petite communauté, trop de questions attiraient l'attention. De retour à la maison, j'ai manipulé les photos des textos comme s'il s'agissait de preuves dans un procès à haut risque. J'ai renommé les fichiers images pour quelque chose d'anodin, les ai déplacés dans un dossier caché protégé par mot de passe dans mon application de notes, et j'ai même copié les 2 phrases les plus importantes dans mon carnet en utilisant un code privé au cas où quelque chose arriverait à mon téléphone. Cela semblait vieux jeu, mais c'était sûr. J'ai aussi préparé un message pour Sandrine avec les 2 photos, prêt à être envoyé à tout moment, après quoi je le supprimerai de mon propre appareil. Quand Lucas est rentré ce soir-là, il a demandé nonchalamment, « J'ai oublié mon téléphone ce matin. » Je ne l'ai pas vu, ai-je répondu calmement. Tu as dû le laisser quelque part. Il m'a lancé un regard scrutateur rapide, puis est allé dans sa chambre pour se changer. Son silence me disait qu'à partir de maintenant, toute erreur aurait un prix. Cette nuit-là, il est rentré avec un bocal d'ingrédients pour bœuf bourguignon et l'a posé sur la table. « J'ai acheté ça pour toi, pour que tu reprennes des forces, » a-t-il dit, la voix douce comme un mari attentionné. J'ai regardé le bocal, mon estomac se serrant, mais mon visage est resté neutre. Merci. Je demanderai au médecin si c'est bon pour moi, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. C'est juste de la nourriture. J'ai fait un faible sourire. Mon estomac a été sensible. Je ne veux pas le contrarier et causer plus de problèmes pendant que maman est malade. Il n'a rien dit de plus, mais ses yeux m'ont balayé comme une lame. Au dîner, Monique a demandé, « Pourquoi êtes-vous si silencieux tous les deux ces derniers temps ?» J'ai juste souri poliment, lui ai servi un morceau de poisson et lui ai versé de l'eau chaude. Je ne voulais pas qu'elle porte la douleur de choisir un camp. Après le dîner, Léo est venu, m'a jeté un coup d'œil rapide, et puis est allé se brosser les dents. J'ai caressé ses cheveux. « Tant que tu es un bon garçon, maman est heureuse, » ai-je dit. Il a hoché la tête. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté de lui, écoutant Lucas taper sur son téléphone dans le salon. Le son n'était plus inoffensif. C'était le son de calcul où chaque chiffre pouvait représenter quelque chose d'autre, la dignité, la vie, ou l'avenir d'un enfant. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré lentement. Dans mon esprit, une seule tâche restait, plus claire que jamais. Cette police d'assurance, qui protégeait-elle vraiment? Je n'ai pas programmé la réunion avec Maître Nicolas, l'avocat, dans la précipitation. J'ai choisi un moment pendant ma pause déjeuner où Lucas serait à la gare et ne pourrait pas passer à la maison. Je n'ai pas apporté tout le dossier encombrant, qui ressemblerait à ce que je préparais pour un procès. J'ai seulement pris les pages les plus importantes attachées dans une pochette en plastique ressemblant à rien de plus que de la paperasse pour un congé maladie. Avant de partir, j'ai fait de la soupe pour Monique. Je reviens bientôt, maman. J'ai juste une petite course à faire. Elle m'a regardé. Tu vas chercher plus de médicaments? J'ai juste souri. Non, je trie juste de la paperasse. Ce n'est rien.
Lui mentir était comme une aiguille dans mon cœur. Mais parfois, dire la vérité à la mauvaise personne est de l'auto-sabotage. Le bureau de l'avocat était au 2e étage d'un vieux bâtiment. Le bureau lui-même n'était pas chic, mais il était soigné. Maître Nicolas avait environ l'âge de Lucas, articulé avec des yeux vifs et observateurs, le genre de personne qui lit les documents plus attentivement qu'il ne lit les gens. « Vous devez être Manon », a-t-il dit. Valérie m'a appelé. Vous aviez besoin de conseils sur un contrat d'assurance. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas déballé mes problèmes conjugaux. Je m'en suis tenu au fait. Oui, je voulais revoir cette police. Je n'ai pas fait très attention quand je l'ai signée, et maintenant j'ai quelques inquiétudes. Je lui ai tendu les documents, essayant de garder ma main stable. Maître Nicolas a feuilleté les pages. Il lisait vite mais minutieusement. Il s'est arrêté à une page et a encerclé quelque chose avec son stylo. « Quand avez-vous signé cela ?»« Il y a environ 2 mois, ai-je répondu. Il a hoché la tête et a continué à lire. Après un moment, il a posé son stylo et m'a regardé directement. « Manon, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous souscrit cette police d'assurance pour vous-même ou pour votre fils ?» J'ai hésité. Mon mari a dit que c'était pour moi, pour protéger notre fils. Si je tombais malade, il y aurait de l'argent pour le traitement. S'il m'arrivait quelque chose, Léo aurait un filet de sécurité. Maître Nicolas n'a pas souri. Il a poussé le papier vers moi et a pointé du bout de son stylo. Alors regardez cette ligne. Je me suis penché. Les mots étaient imprimés en gras. Bénéficiaire, Lucas Miller. Ma tête a commencé à tourner. Je l'ai relu encore et encore, pensant que mes yeux me trompaient, mais le nom restait froid et immuable. Ma voix était rauque. Le bénéficiaire ne devrait-il pas être mon fils ? Maître Nicolas a secoué la tête. Non. Si vous vouliez que votre fils soit le bénéficiaire, son nom devrait être ici. Là, votre mari est le bénéficiaire principal. Vous êtes simplement la personne assurée. Je suis resté assise en silence. Ma gorge était serrée, mais je me suis forcé à demander parce que l'ambiguïté maintenant était une sentence de mort. Donc s'il m'arrive quelque chose, l'argent lui revient. Maître Nicolas a hoché la tête. En principe, oui, le bénéficiaire principal reçoit le versement. Et une autre chose, dit-il, pointant une autre section. Regardez le montant du versement. Il augmente avec le temps. Plus vous payez les primes régulièrement, plus la police devient précieuse pour le bénéficiaire. J'ai agrippé mon sac. Je me suis souvenu de Lucas me pressant de payer les primes à temps, sa voix si raisonnable. Ne sois pas en retard ou tu perdras les avantages. Il s'est avéré que les avantages n'étaient pas pour mon fils. Ils étaient pour lui. Maître Nicolas a souligné quelques autres clauses sur les conditions préexistantes et le processus formel pour changer de bénéficiaire. Il a expliqué le document complexe en termes simples et clairs. J'ai avalé difficilement. Pourquoi quelqu'un mettrait-il en place une police comme celle-ci ? Maître Nicolas m'a regardé un moment et a parlé franchement. Je ne connais pas la situation dans votre foyer, mais sur le papier, le bénéficiaire est votre mari, pas votre fils. Et si vous rencontrez actuellement des problèmes de santé inhabituels, je vous conseillerais de ne pas traiter cela comme une simple question de paperasse. J'ai baissé la tête. Toutes les pièces disparates se sont soudainement mises en place. Les crêpes, la poudre, la vidéo, les textos, la note tombée. Tout pointait vers une chose. L'argent. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ai-je demandé, essayant de rester calme. Je ne veux pas faire de scène. Je dois penser à ma belle-mère et à mon fils. Maître Nicolas a pris un morceau de papier et a écrit 3 points. Premièrement, préservez et sauvegardez toutes vos preuves chronologiquement, vidéo, texto, rapport d'échantillon. Deuxièmement, assurez votre sécurité personnelle à tout prix. Ne mangez rien que vous ne contrôlez pas et ne le confrontez pas seul. Troisièmement, préparez une stratégie de sortie, vos documents personnels, de l'argent liquide, un contact de confiance, et si nécessaire, soyez prête à signaler cela aux autorités quand vous aurez des motifs suffisants. Il a ajouté, rappelez-vous, vos preuves doivent raconter une histoire. Ce qui a été collecté quand, qui en a été témoin, où c'est stocké, c'est ce qui le rend crédible. N'attendez pas d'être en danger pour fuir.
C'est là qu'on trébuche. J'ai hoché la tête. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, me tirant du gouffre émotionnel qui menaçait de m'engloutir. Avant que je parte, il a dit une dernière chose que je n'oublierai jamais. Manon, dans les affaires de famille, les gens valorisent souvent le maintien de la paix, mais quand quelqu'un de votre famille commence à vous traiter comme un actif financier, votre sécurité et celle de votre fils doivent devenir votre priorité numéro 1. J'ai descendu les escaliers avec l'impression de flotter. Le soleil était sorti. La circulation était bruyante, mais j'avais l'impression de me déplacer dans un brouillard froid. Je n'ai pas pleuré. Pleurer me rendrait molle, et être molle maintenant signifiait perdre. J'ai juste serré le dossier, m'accrochant au dernier lambeau de mon sang-froid. Quand je suis rentré, la première chose que j'ai vue était Monique se frottant le genou. « Tu es rentrée, ma chère ?» a-t-elle demandé. J'ai dit oui et lui ai apporté un verre d'eau chaude, ma voix aussi respectueuse que jamais. Elle était innocente dans tout ça. Je suis allé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai sorti mon carnet. Je n'ai pas écrit mes sentiments. J'ai écrit un plan. Une copie des preuves pour Sandrine, une pour l'avocat, une pour moi à garder cachée. J'ai aussi pris des photos des pages clés de la police d'assurance, renommant les fichiers pour ressembler à des factures d'électricité. Ce n'est qu'alors que je me suis assise et j'ai laissé échapper un long soupir. Je me suis souvenu de quelque chose que ma propre mère disait de son vivant. N'attends jamais de quelqu'un qu'il t'aime autant que tu l'aimes. Je ne le croyais jamais. Maintenant si. Le prix de cette leçon était suspendu au-dessus de ma tête. Cet après-midi-là, quand Lucas est rentré, il était son calme habituel. « Où es-tu allé à l'heure du déjeuner ?» Je l'ai regardé. À l'intérieur j'étais une personne différente, mais à l'extérieur je jouais mon rôle. Je suis allé vérifier les papiers d'assurance pour voir si autre chose était nécessaire. Il a tressailli juste une seconde, puis a demandé « Et ?» J'ai souri faiblement. Rien. Ils ont dit que tant que les paiements sont à l'heure, tout va bien. Il a grogné et est allé se laver les mains. Je l'ai regardé partir. Une pensée claire dans mon esprit. Je ne demandais plus pourquoi il faisait ça. Je savais pourquoi. Et maintenant que je savais, je n'avais qu'un seul chemin. Protéger mon fils, me protéger, et protéger les preuves jusqu'à ce que les méchants paient le prix de ce qu'ils avaient semé. Je n'ai pas emmené Léo ce matin-là. Cela aurait été trop évident. Si Lucas me voyait partir avec notre fils, l'air désemparé, il deviendrait immédiatement soupçonneux. J'ai emmené Léo à l'école comme toujours, j'ai fait un signe d'au revoir à la grille, et je lui ai dit d'être sage, comme n'importe quelle autre mère. La seule différence était que je quittais l'école non pas avec un sentiment de paix, mais avec un plan déjà en marche. À midi, je suis allé à la boulangerie de Sandrine. Je n'ai pas parlé longtemps. Je lui ai juste demandé de passer derrière le comptoir et j'ai baissé la voix. « Sandrine, est-ce que je peux laisser Léo avec toi cet après-midi ? Je dirai à Lucas qu'il joue avec le cousin d'un voisin pour laisser un peu de calme à maman. » Sandrine m'a regardé, ne demandant pas pourquoi, mais posant la question importante. « Tu essaies de le sortir de la maison. » J'ai hoché la tête. « J'ai peur qu'il se passe quelque chose. » Sandrine a pincé les lèvres. « D'accord. Mais si tu le laisses, prépare tout ce dont il a besoin. Tu ne veux pas avoir à revenir chercher quoi que ce soit. Revenir en arrière est un mauvais coup. » J'ai suivi son conseil. Cet après-midi-là, je suis rentré, j'ai cuisiné le dîner et je me suis occupé de Monique. Tout selon les règles. J'ai soigneusement préparé un sac pour Léo, quelques ensembles de vêtements, son sirop pour la toux, son petit oreiller préféré, tout ça dans un vieux sac fourre-tout qui ressemblait plus à un sac de jeu qu'à un sac de fuite. Ce soir-là, pendant que Lucas était sous la douche, je me suis assise avec Monique et j'ai abordé le sujet avec désinvolture. « Maman, Sandrine en bas de la rue a son neveu en visite. Je pensais laisser Léo jouer là-bas demain après-midi pour le sortir de la maison. Qu'en penses-tu » Monique n'a rien soupçonné. « Oui, c'est une bonne idée. Il s'ennuie enfermé ici. » Le lendemain matin, j'ai récupéré Léo à l'école un peu plus tôt et je l'ai emmené chez Sandrine. Il m'a regardé avec de la compréhension dans les yeux. Je lui ai juste fait un petit clin d'œil. Il n'a pas posé de questions. Il a juste pris son sac et m'a suivi. Chez Sandrine,
elle a tiré Léo à l'intérieur et lui a donné une tasse de chocolat chaud. Elle lui a ébouriffé les cheveux. Tu restes avec tata Sandrine quelques jours. D'accord? J'ai des cookies. Léo a hoché la tête, mais ses yeux étaient toujours sur moi. Je me suis agenouillé et je l'ai serré fort, chuchotant, sois sage ici. Maman viendra te voir. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Léo a soudainement agrippé mon col, sa voix minuscule. Maman, ne retourne pas toute seule. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé un sourire. Je sais comment être maligne, chérie. Je suis rentré à pied, le cœur battant. Dès que j'ai été à l'intérieur, mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Où est Léo? A-t-il demandé immédiatement. Pas de salutation. Je l'ai laissé jouer chez Sandrine. Il suppliait depuis des jours, ai-je répondu. Jouer? C'est si soudain. Sa voix était dure. Le neveu de Sandrine est en ville. Les enfants voulaient jouer ensemble. Je le récupérerai ce soir. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis son ton s'est adouci comme s'il essayait de m'amadouer. Manon, ne le laisse pas rester là trop longtemps. Tu connais Sandrine, elle parle beaucoup. Je ne veux pas que les gens jasent. Je savais alors qu'il ne s'inquiétait pas des commérages. Il s'inquiétait de perdre son moyen de pression. D'accord, j'irai le chercher bientôt, ai-je dit. 1 heure plus tard, il a rappelé, la voix plus tranchante. Tu es à la maison? J'ai oublié des papiers. Je suis là, ai-je dit. De quoi as-tu besoin? Le dossier d'assurance. J'ai besoin de le regarder. J'ai pris une respiration. Il est classé avec l'acte de naissance de Léo. Je ne voulais pas l'égarer. Quand tu rentreras, je te le donnerai. Il a grogné et raccroché. Je suis resté là, sentant comme si une clé venait de tourner dans une serrure. Il devenait anxieux. Il commençait à retracer ses pas, ce qui signifiait qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai immédiatement sauvegardé les preuves à nouveau. J'ai copié la vidéo et les images des textos sur une clé USB avec une photo de la page du bénéficiaire de la police. J'ai scellé la clé dans un petit sac plastique et je l'ai caché dans la doublure du manteau chez Sandrine, j'avais profité de mon passage. J'ai aussi créé un nouveau compte email secondaire et je me suis envoyé les fichiers. J'ai pris l'argent liquide d'urgence que j'avais économisé et je l'ai mis dans mon sac à main. Non pas parce que je prévoyais de courir, mais parce que je ne voulais pas être les mains vides si je le devais. Lucas est rentré tôt cet après-midi-là. Ses yeux ont scanné le salon et se sont posés sur moi. Où est Léo? Il est chez Sandrine. J'étais sur le point d'aller le chercher. Vas-y maintenant, a-t-il dit platement. J'ai faim la surprise. Pourquoi? Il vient d'arriver. Sa voix était basse mais ferme. J'ai dit, va le chercher maintenant. Monique, qui était assise tout près, a levé les yeux. C'est quoi tout ce raffut, Lucas? Laisse le garçon jouer. Lucas a immédiatement adouci sa voix devant sa mère. Je ne veux juste pas qu'il dérange, et il me manque. J'avais envie de rire au mot « manque ». Il voulait Léo de retour, non par amour, mais parce que Léo était ma faiblesse, un pion qu'il voulait garder sur l'échiquier. Je n'y suis pas allé tout de suite. J'irai le chercher après le dîner. Il commence à faire froid dehors. Les yeux de Lucas se sont assombris. Tu fais ta tête de mule? J'ai gardé ma voix douce. Je ne fais pas ma tête de mule. Je pense à lui. Et maman est fatiguée. Je ne veux pas l'inquiéter en courant partout. Il s'est tu, mais c'était un silence lourd. Je savais que j'avais gagné un peu de temps, mais j'avais aussi touché un point sensible. Ce soir-là, il a à peine mangé. Il est sorti pour prendre un appel, sa voix basse et urgente. Plus tard, alors que j'étais au lit, il est entré dans la chambre, sa voix soudainement douce. Manon, ramenons Léo à la maison demain. Je pensais l'emmener aux eaux ce week-end, a-t-il ajouté. Ne sois pas si stressé. Tu as été fatigué. Je m'inquiète pour toi. Je n'ai pas répondu. Son inquiétude sonnait maintenant comme un drap de soie qu'on drapait sur ma bouche. J'ai fermé les yeux mais je n'ai pas dormi. Je pensais à Léo dormant probablement plus paisiblement chez Sandrine.
Je pensais à Monique devant vivre dans une maison pleine de secrets. Et je pensais à Lucas changeant de ton comme un vendeur de rue changeant ses prix. Je savais une chose. Quand un prédateur devient désespéré, il devient imprudent. Et quand il devenait imprudent, je devais être sûr que mon fils était quelque part en sécurité. J'ai décidé que je ne pouvais pas garder Léo chez Sandrine plus longtemps. Non pas parce que je voulais prendre le risque, mais parce que le désespoir de Lucas devenait dangereux. J'avais encore Monique à protéger à la maison. Le lendemain après-midi, je suis allé à la boulangerie. Je dois ramener Léo à la maison, ai-je dit doucement. Au moins pour l'instant. Mais j'ai besoin que tu sois en attente. Sandrine a froncé les sourcils. Le ramener est un risque. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Si quelque chose tourne mal, je t'enverrai un message avec une phrase code. Quand tu la verras, tu appelles à l'aide immédiatement. Pas de question. Sandrine a hoché la tête sombrement. D'accord. C'est quoi la phrase? Si je t'écris, Sandrine, j'ai oublié les filtres à café. Ça veut dire que je suis en danger. Sandrine a fait un sourire triste et ironique. Évidemment. La dame du café devient le répartiteur du 17. Elle a fait sortir Léo. Il a couru vers moi et m'a serré fort. Je me suis agenouillé. Quand on rentre, tu restes collé à moi. Tu ne vas nulle part seul avec papa. Souviens-toi? Il a hoché la tête, le visage sérieux. Nous sommes rentrés lentement, main dans la main. La rue familière semblait menaçante aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés à la porte, je l'ai ouverte sur l'odeur de la pommade analgésique de Monique. Elle était si heureuse de nous voir. Léo, tu es de retour. Tu t'es bien amusé. Lucas est rentré juste à ce moment-là. Ses yeux ont glissé sur moi et se sont verrouillés sur Léo. Ce n'était pas le regard d'un père à qui son fils manquait. C'était le regard d'un homme vérifiant que sa propriété avait été rendue. Une seconde plus tard, son visage a changé et il a pris sa voix de père modèle. « Et bonhomme, tu es rentré? Tu as été sage chez tata Sandrine ?» Léo s'est caché derrière moi. Je l'ai doucement poussé en avant. « Dis bonjour à papa. » Lucas s'est tourné vers moi, la voix plus douce que la veille. « C'est bien que tu l'aies ramené tôt. Ce n'est pas bien pour lui d'être chez les autres tout le temps. » Il est allé dans la cuisine et a commencé à faire semblant de cuisiner. « Maman, je vais te faire une soupe chaude. Ça va te réchauffer. » Monique rayonnait de fierté. Je l'observais, silencieuse. Sa gentillesse aujourd'hui était plus glaçante que sa colère. Je ne l'ai pas laissé contrôler le repas. J'ai tranquillement préparé une petite casserole de flocons d'avoine séparés pour Monique en utilisant des ingrédients que je venais d'acheter. À table, j'ai servi Monique et Léo en premier. Lucas a poussé un bol de la soupe qu'il avait faite vers moi. « Mange ça. Il y a des épices. Ça aidera. » Je n'y ai pas touché. Je vais juste prendre du riz nature. Mon estomac est encore dérangé. Il a froncé les sourcils. Comment vas-tu aller mieux si tu continues à manger comme ça? Mon corps sait ce dont il a besoin, ai-je dit doucement mais fermement. Je ne peux pas me permettre de tomber malade pendant que je m'occupe de maman. Lucas s'est tu. Il n'a pas insisté davantage devant sa mère, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, j'ai envoyé un simple texto à Sandrine. « Et, Sandrine, je passerai prendre des muffins pour maman demain. » C'était notre signal que tout allait bien pour le moment. Je me suis allongé à côté de Léo, le tenant plus près que d'habitude. Dans l'obscurité, je pouvais entendre la respiration régulière de Lucas. Ce n'était plus un son de paix, mais un rythme que je devais surveiller, un battement que je devais devancer. J'ai fermé les yeux et me suis forcé à respirer lentement et profondément. Je n'avais pas besoin de gagner avec un cri. J'avais besoin de gagner avec mon esprit. Parce que quand quelqu'un a semé une tempête dans votre propre maison, la seule chose que vous pouvez faire est de rester ferme et d'attendre qu'il la récolte. Cet après-midi-là, le ciel était d'un gris sombre. Monique ne mangeait pas beaucoup. Elle était assise dans le salon pendant que je disais à Léo de colorier tranquillement à la table à côté d'elle. Lucas est rentré tôt et faisait les 100 pas, regardant sa montre. Je n'ai pas demandé pourquoi.
J'ai juste vaqué à mes occupations, préparant de l'eau chaude et du thé pour Monique, agissant comme une belle fille normale et attentive. Juste avant le crépuscule, une voiture s'est arrêtée dehors. Ce n'était pas celle d'un voisin. Lucas s'est levé d'un bond, a lissé ses cheveux et est allé à la porte. Je savais alors que ce n'était pas juste un collègue qui passait. La porte s'est ouverte. Une femme est entrée, élégamment habillée, portant un sac à main de créateur. C'était Chloé. Ses yeux ont fait un balayage rapide de la pièce, s'attardant un instant sur Monique. « Maman, voici Chloé, une partenaire d'affaires », a dit Lucas, la voix trop joyeuse. Elle venait juste déposer des papiers. Chloé a souri. « Bonjour, c'est si agréable de vous rencontrer. Lucas m'a dit que vous n'étiez pas bien, alors j'ai apporté une petite chose. » Elle a placé un cadeau joliment emballé sur la table. Monique était surprise, mais polie. « Oh, vous n'auriez pas dû. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis levé. « Bonjour. Asseyez-vous. Je vais vous chercher de l'eau. » Le sourire de Chloé n'a pas atteint ses yeux. « Bonjour. Vous devez être Manon. » J'ai versé du thé pour Monique. Lucas s'est alors tourné vers moi. « Manon. Chloé n'aime pas le thé. Apporte-lui juste un verre de vin, c'est l'heure de l'apéritif après tout. » J'ai hoché la tête. Lucas m'a suivi dans la cuisine, la voix basse. « Prends juste la bouteille ouverte. Ne fais pas d'histoire. » Il s'est ensuite baissé près de l'évier, son dos protégeant le placard de la vue. C'était la même posture voûtée qui me mettait toujours les nerfs à vif. Juste à ce moment-là, Léo a trottiné dans la cuisine. Il a tiré sur ma chemise et s'est mis sur la pointe des pieds pour chuchoter à mon oreille, son souffle venant par petits halètements. « Maman, papa a le sachet. » Mon cœur a chuté, mais mon visage est resté un masque. J'ai juste caressé sa tête. « Va t'asseoir avec mamie, chérie. » J'ai ouvert le robinet, le bruit de l'eau courante couvrant tout autre petit bruit. Lucas s'est redressé tenant une bouteille. Il a versé du vin dans 3 verres sur un plateau. « Tiens, apporte ça, » a-t-il dit. Je n'ai pas bougé immédiatement. J'ai ajusté un torchon, achetant quelques secondes pour regarder ses yeux. Il ne me regardait pas. Il regardait le plateau comme si la seule chose qui comptait était sa livraison. J'ai apporté le plateau et placé les verres sur la table. Un pour Monique, un pour Chloé, et un pour moi-même. « Buvez, » a dit Lucas. « C'est bon pour toi, Manon. Tu as été si faible. » Chloé a pris son verre, puis l'a reposé. « Merci. » Lucas lui a lancé un regard. Monique a tendu la main vers son verre. « Eh bien, je vais en prendre un peu. » J'ai paniqué. Lucas a immédiatement poussé le verre plus près d'elle. « Oui, maman. Bois. C'est pour te faire du bien. » Il voulait juste que quelqu'un le boive. Je devais agir. Je me suis levé brusquement, faisant semblant d'avoir le vertige. Mon bras a accidentellement balayé le plateau. Le verre de Monique a basculé, renversant le vin rouge à travers la table avant de s'écraser au sol. Clang! Monique a crié. Léo a jappé et s'est caché derrière moi. Chloé a sauté sur ses pieds. Je me suis précipité aux côtés de Monique. « Oh mon Dieu, maman. Tu vas bien? Je suis tellement désolé. Je suis si maladroite. » Lucas n'a pas vérifié sa mère. Il a foncé sur moi, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Manon? À quel genre de jeu joues-tu? » Sa voix était brute, la façade douce complètement disparue. J'ai levé les yeux vers lui, ma propre comédie tombant. J'ai prononcé chaque mot clairement. Ce n'était pas un accident. Je l'ai fait exprès. La pièce est devenue silencieuse. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? » a balbutié Monique. Je me suis tourné vers elle, ma voix s'adoucissant. « Maman, s'il te plaît, ne bois pas ce vin. Fais-moi juste confiance pour cette fois. » J'ai regardé Lucas. « Lucas, qu'est-ce que tu essayais de me faire boire? » Il a ricané. « Tu es paranoïaque? C'est juste du vin. » « Bien, ai-je dit, ma voix stable. Alors bois-le. »
J'ai pris un des verres restants et les poussé vers lui. Tu es si inquiet pour moi. Bois-le d'abord pour me rassurer. Lucas s'est figé. Sa main a commencé à bouger, puis s'est arrêtée. Il a jeté un coup d'œil à Chloé. Elle est immédiatement intervenue. Manon, ne sois pas dramatique. Lucas est un bon mari. Je me suis tourné vers elle avec un sourire froid. Une partenaire d'affaires qui connaît juste la bonne dose à utiliser. Le visage de Chloé est devenu blanc. Monique a commencé à trembler. Dose? De quoi parlez-vous? J'ai aidé Monique à s'asseoir, puis j'ai sorti mon téléphone. Ma main était stable maintenant. Maman, je suis désolé de t'avoir caché ça, mais j'avais peur pour toi et pour Léo. Pose ce téléphone, Manon, a grogné Lucas. J'ai fait un pas en arrière, protégeant Léo derrière moi. Tu restes juste là. Un pas de plus, et j'appelle la police. Tu n'oserais pas, a-t-il sifflé. J'ai lancé la vidéo de la cuisine. L'écran le montrait clair comme de l'eau de roche, prenant le sachet, le versant dans la pâte. Je l'ai montré à Monique, son visage vidé de toute couleur. Lucas, qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle chuchoté. Ne l'écoute pas, maman. Elle m'espionnait. J'espionnais pour découvrir qui essayait de me tuer dans ma propre maison. Ai-je riposté? Je lui ai ensuite montré les captures d'écran des textos. Je n'avais pas besoin de tout lire. Juste 2 lignes suffisaient. Augmente-la un peu plus. Elle doit être faible. Et, on s'occupera de lui plus tard. Monique a éclaté en sanglots silencieux et déchirants. Chloé a balbutié. Juste. Tu juste quoi? Je l'ai coupé. Tu as juste demandé par hasard si la dose était trop forte par souci amical? Lucas a frappé du poing sur la table. Assez. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Je gagne le droit de vivre, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Et mon fils gagne le droit de vivre. Il a ri. Un son guttural et laid. Vivre? Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Je contrôle l'argent, la maison. Tu n'as rien. Tu as l'argent, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Mais j'ai la vérité, et la vérité est sur ce téléphone et dans les copies que j'ai déjà envoyées à d'autres personnes. Tu peux casser celui-ci. Ça ne changera rien. Cela l'a arrêté. Pendant une seule seconde critique, il a eu peur. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait perdu le contrôle. Il s'est jeté sur le téléphone. Léo a crié « Ne fais pas mal à maman » et s'est accroché à ma jambe. Monique a trébuché en avant, criant « Lucas, non ». J'ai reculé et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Je ne bluffais pas. Alors que le téléphone commençait à sonner, Lucas s'est figé. Chloé s'est effondrée sur une chaise. Monique sanglotait, répétant le nom de son fils encore et encore, et je restais là, protégeant mon fils avec une seule pensée en tête. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai besoin de justice. L'appel s'est connecté. J'ai à peine eu le temps de donner mon adresse et les mots « Quelqu'un empoisonne ma nourriture » avant que la porte d'entrée ne s'ouvre avec fracas. C'était Sandrine, suivie de 2 gendarmes et de notre chef de quartier. Je suis Manon, ai-je dit, ma voix claire. Voici mon mari, Lucas. Et voici Chloé, la femme à qui il envoyait des textos sur la dose. J'ai des preuves vidéo et des rapports de laboratoire. Lucas a commencé à crier que j'étais folle, que j'imaginais des choses. Mais le gendarme a calmement dit « Monsieur, nous suivrons les preuves. » Je leur ai tout montré. Sandrine a pris la parole. Manon m'a donné des copies à garder il y a des jours. Elle avait peur qu'il les détruise. C'est à ce moment-là que le visage de Lucas est vraiment devenu pâle. Les officiers m'ont demandé où était la poudre. Je les ai conduits au placard sous l'évier. Le journal en boule était toujours là. Alors qu'il l'ouvrait soigneusement, Lucas m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de haine et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment la femme tranquille qu'il pensait pouvoir contrôler avait retourné la situation contre lui. Chloé pleurait juste, prétendant qu'elle ne savait rien. Mais ses propres mots dans les messages la condamnaient. Cette nuit-là, j'ai emmené Léo et nos documents importants chez Sandrine.
Je ne le laisserai pas passer une minute de plus dans cette maison. Lucas a été emmené pour interrogatoire. Les jours qui ont suivi ont été un flou de déclarations à la gendarmerie et de réunions avec mon avocat. J'ai fourni mes dossiers médicaux, la vidéo, les textos, les rapports de laboratoire. Maître Nicolas m'a aidé à présenter un dossier chronologique clair. J'ai appris à parler factuellement sans émotion. La vérité suffisait. Lucas a finalement été arrêté et inculpé. La police d'assurance sur laquelle il comptait est devenue la preuve principale de son mobile. Chloé, en tant que complice, a également fait face à des accusations. Sa réputation a été ruinée. Sa vie bouleversée. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Notre divorce a été finalisé peu après. Lucas s'est battu pour la garde, mais le rapport d'un pédopsychiatre sur la terreur évidente de Léo à la mention de son père, combiné à l'affaire criminelle, a signifié qu'on m'a accordé la garde exclusive. En tenant l'ordonnance du tribunal, je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais juste un profond soulagement. La guerre était finie. Je n'avais plus à surveiller chaque verre d'eau, chaque assiette, chaque bruit de pas dans ma propre maison. Monique a décliné rapidement après cela. La honte et le chagrin étaient trop pour elle. Elle passait ses journées à regarder dans le vide, chuchotant « je ne savais pas ». Je ne lui ai jamais appris à être comme ça. Avant de s'éteindre, elle a tenu ma main, ses larmes mouillant ma peau. Prends Léo et pars, Manon. Construis une belle vie. Ne laisse pas ça transformer ton cœur en pierre. Après ses funérailles, j'ai quitté cette maison pour de bon. J'ai trouvé un petit appartement propre avec une fenêtre ensoleillée pour Léo et moi. Au début, il était calme et sursautait facilement. Je ne l'ai pas poussé. Je lui ai juste donné de la constance. Des repas à l'heure, des couchers réguliers, des sorties au parc le week-end. Doucement, il a recommencé à sourire. Un jour, il a enroulé ses bras autour de mon cou et a chuchoté « N'aie plus peur, maman. Quand je serai plus grand, je te protégerai. » Je l'ai serré longtemps. Je ne lui ai pas appris à haïr. Je lui ai appris à valoriser la gentillesse et à reconnaître le mal. En regardant en arrière maintenant, je comprends une vérité douloureuse. Parfois, la personne qui vous fait le plus mal est celle en qui vous aviez le plus confiance. Mais c'est de cette douleur que j'ai appris à me tenir debout. Non pour la vengeance, mais pour la survie. Ma survie est celle de mon fils. La plus grande leçon que j'ai apprise est que dans un mariage, l'amour est essentiel, mais la lucidité est vitale. Ne laissez jamais la soumission faire de vous une victime.